Allez, on se retrouve pour une nouvelle correction de sujet bac. Cette fois-ci, on s'intéresse au centre étranger, jour 1. C'est ce qu'on m'a demandé dans les commentaires. Donc là, j'ai le temps, je le fais. D'ailleurs, je vois que pendant que je le faisais, il y a le jour 2 qui est sorti. Donc je vais rater le premier jour du jour 2. C'est d'ailleurs le premier jour où il est sorti, hein, pas le premier jour du bac. Enfin, vous avez compris quoi. Voilà. Et ce jour 1, je suis pas très content de ce sujet. Parce que d'habitude, je dis toujours à mes étudiants, à mes élèves que c'est pas si compliqué. Et là, ils m'ont fait un peu déchanter, quoi. Voilà, donc ici, quand je regarde l'exercice 1, pour l'instant, c'est assez classique. Et on va très vite, je trouve, tomber dans le programme de première. Et quand je vais regarder l'exercice 2 et 3, j'ai l'impression de faire un peu de l'enseignement scientifique de première, quand même. Et de terminale. Et finalement, les seules questions qu'il y a vraiment de terminale SP, je trouve qu'elles sont vraiment mal posées. Enfin, je vais vous faire voir mon ressenti. Mais en tous les cas, c'était faisable, hein. C'était faisable. Mais bon, ceux qui ont révisé à fond la terminale, oui, l'épreuve porte aussi sur la première. Ça, faut le savoir. Et c'est des points d'enseignement scientifique qui sont vus aussi en programme de première et de terminale. Spécialité. Donc du coup, vous êtes quand même exigible dessus. Ça, y a pas de souci. Mais je trouve que c'est pas cool. Bon, alors, on est sur l'exercice 1 autour du géranium rosa. Donc du coup, vous avez ici une formule topologique pour la question 1 qu'on appelle l'acide pélargonique. Ça, c'est un truc que j'ai horreur en chimie organique. Et pourtant, j'en ai fait l'une de mes spécialités quand j'étais étudiant. En fait, on n'appelle pas la molécule par son nom. Par son nom UPAX, par son nom nomenclature officielle. Voilà, donc ici, au lieu de l'appeler acide pélargonique, on vous le met entre parenthèses quand même. Dans le supérieur, on peut ne pas le mettre. On appelle ça l'acide nonanoïque. Et donc là, vous reconnaissez que c'est un acide carboxylique avec nona 9 atomes de carbone. On vous demande d'écrire la molécule, là, sous forme topologique, vers une semi-développée. Donc vous devez faire apparaître toutes les liaisons CC. Mais attention, les liaisons CH ne sont pas obligatoirement représentées. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre la liaison OH explicite ou pas. Ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, je la mets pas. Je considère que toutes les liaisons avec un H ne sont pas explicitées. Dans la formule semi-développée, il y en a qui le font juste pour la famille chimique. C'est autorisé selon les correcteurs, mais attention, ça peut être dangereux. En question numéro 2, on demande de justifier que le spectre de l'échantillon peut correspondre à celui de l'acide nonanoïque. Bon, là encore, c'est toujours la même chose. Hein. Vers 1700, vous avez une fonction carbonyle. Donc vers 1700, la bande fine et intense, c'est toujours une CW liaison O. Et après, en fonction de ces 1700, 1720, 1750, c'est soit un ester, un carboxylique, un aldéhyde ou une cétone. Voilà, à vous de voir, mais là, 1700, c'est un carboxylique, il n'y a pas de problème. Et enfin, vous avez cette grosse bande OH ici. Donc ça, c'est ce que je dis à mes étudiants, pareil, hein, la bande à 3000, grosse et dégueulasse, c'est forcément un OH. Par contre, ici, elle est pas bien lisse. En général, quand c'est bien lisse, et quand le maximum est après 3000, c'est souvent un OH de type alcool. Et là, il va falloir déterminer s'il est libre ou s'il est lié, c'est-à-dire est-ce qu'il est enclenché dans des liaisons oxygène ou est-ce qu'il ne l'est pas. Et ici, le pic est un peu plus irrégulier. Enfin, là, c'est un peu moins lissé, un peu plus écharpé. Et en plus, c'est en dessous de 3000. Ça, il n'y a aucun doute. Par contre, c'est un OH d'un acide carboxylique. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ici, on est sur le OH et le CO du carboxylique. Donc on a forcément affaire à un carboxylique ici. Et l'acide nonanoïque en fait partie. Donc potentiellement, on a affaire au spectre de l'acide nonanoïque. C'est peut-être pas lui, mais ça peut. En question 3. On vous demande de sélectionner parmi la verrerie disponible celle qui est utilisée pour effectuer la dilution de la solution commerciale d'acide nonanoïque. Justifiez la réponse. Alors, la première chose que vous devez voir dans l'énoncé, c'est que vous avez ici, la solution commerciale est diluée 10 fois. Ok, ça c'est important, votre facteur de dilution, il est du coup de 10. Et maintenant, vous allez chercher le volume de la solution phi. Et bien, ça m'a fait bugger parce que le volume de la solution phi, il n'y est pas. Donc à chaque fois que j'ai mes étudiants, regardez les deux trucs, le facteur de dilution pour trouver le volume de la pipette jaugée en fonction de la fiole jaugée, et regardez le volume de la solution phi qu'on souhaite préparer, ça vous donnera le volume de la fiole jaugée. Et là, il n'y est pas. Donc, il va falloir ruser. Et pour ruser,
eh bien vous avez la petite phrase qui est ici. On dispose des fioles jaugées et des pipettes jaugées de volume suivant. Et en fait, il n'y a qu'un seul couple fiole jaugée, pipette jaugée qui ont un ratio de 10. Si on prend la fiole jaugée de 50, il nous faudrait une pipette de 5. Et on n'en a pas. Si on prend la fiole de 200, il nous faudrait une pipette de 20. Et on n'en a pas. Du coup, le plus précis serait de prendre la fiole de 100 ml et de prendre la pipette de 10 ml. C'est la seule façon de faire une dilution par 10 dans les conditions optimales de précision. Ceux qui ont répondu, bah, je prends la 200 et je mets 2 fois 10. Ça, c'est pas une dilution, c'est pas une verrerie adaptée. Voilà. Voilà pour la question 3. Pardon, je descends un peu beaucoup très vite en bas. Question 4. Réaliser le schéma du dispositif permettant d'effectuer ce titrage pH métrique et nommer la verrerie et solution. Alors là, attention, il y a des points qui sont accordés sur des trucs très très techniques. Je vais descendre ma copie. Donc ici, vous avez le support, qu'on appelle aussi la potence, ça dépend d'où vous êtes en France. Selon les régions, vous l'appelez pas pareil. Donc le support ou la potence. Et enfin, vous avez en bas barreau aimanté, agitation magnétique. D'ailleurs, barreau aimanté, vous le dites aussi turbulente, des fois, c'est pas les mêmes régions. Enfin, on s'en fout, hein, c'est comme pain au chocolat chocolatine, tant qu'on mange bien, on s'en fout. Mais dites pain au chocolat quand même, soyez normaux. Et solution ensuite titrante, celle qui est dans la burette graduée. Celle qui est la solution titrée est dans le bécher. Vous mettez quand même son de pH métrique et pH mètre. C'est important, c'est un titrage pH métrique, sinon on aurait dû dire conductimètre pour un titrage avec suivi conductimétrique. La solution S qui est inconnue dans le bécher, vous ne pouvez pas indiquer sa concentration, mais par contre vous devez indiquer le volume que vous mettez à l'intérieur. Et de la solution titrante, vous devez indiquer l'espèce chimique, vous devez indiquer la concentration, et pas le volume, parce que forcément le volume, on va le déterminer au cours de la manipulation. Enfin, un petit titre disant schéma du dispositif du titrage du pH métrique serait pas mal. Et souligner sera encore mieux. Voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir. Par contre, voilà, donc toute la verrerie doit être explicitée. Les titres des solutions, enfin ce qu'on connaît des titres des solutions doit être explicité. Et pour la solution inconnue, au moins le volume. Voilà, ça c'est super important. On passe à la question suivante. Écrire l'équation de la réaction du support du titrage entre l'ion hydroxyde, H-, et l'acide nonanoïque, qu'on représentera par RCOOH, pour aller un peu plus vite. Ils ont pitié de vous quand même, parce que réécrire à chaque fois C9, blabla. Bon, C9, du coup, H18O2, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. On l'écrit de la manière suivante. Donc RCOH, AQ, plus H- AQ, donne RCO- AQ, plus H2O, attention pas AQ, liquide. Il n'y a pas d'eau diluée dans de l'eau, ça n'existe pas. Question 6, sélectionnez parmi les termes suivants là où les qualités que doit posséder la réaction du support du titrage. La solution du titrage, elle doit être rapide, unique, totale. C'est les 3 trucs qui doivent absolument intervenir dans la réaction de titrage. Si elle était lente, vous imaginez à chaque millilitre attendre un quart d'heure que la réaction elle se passe dans le bécher. Non mais ça va pas ou quoi? Rapide, donc du coup c'est voilà. Unique, bah évidemment s'il y avait des réactions parasites, comment on ferait pour trouver le bon volume équivalent? C'est qui a réagi? C'est la solution qui m'intéresse, c'est c'est l'ion parasite, comment on fait? Donc elle doit être unique. Et elle doit être totale, parce que si c'était pas total, bah ce serait beaucoup moins pratique. Il faudrait trouver le coefficient du coup, le rendement de la réaction, savoir si elle est à l'équilibre ou pas, voir si tout a réagi, comment on pourrait améliorer, prendre en compte du coup ce qui n'a pas réagi, la réaction inverse. Total. C'est mieux. Voilà. C'est un montage vraiment qui doit être simple et rapide. Donc la réaction choisie elle doit être rapide, unique, totale. Sélectionnez parmi les termes suivants, donc ça on vient de le faire. 7. Définir l'équivalence du titrage. Bon bah comme hier, hein, à chaque fois c'est toujours le moment où vous avez changement de réactif limitant, ou c'est le moment où les deux réactifs ont été entièrement consommés, ou c'est comme j'ai mis ici, c'est le moment où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. 8. Vérifier que la concentration en masse de l'acide nonanoïque indiqué sur le flacon est compatible avec le résultat du dosage pH métrique. Et vous avez la fameuse phrase en italique, le candidat doit prendre une initiative, blablabla, démarche présentée. Alors, déjà, vous avez fait un titrage, donc je vous propose qu'on commence à regarder
bah, combien d'acide non anoïque on avait en concentration. Pour cela, vous allez prendre le volume équivalent. Le volume équivalent, vous avez ici bah, le résultat de votre titrage pH métrique, et vous voyez que vous avez un saut de pH que vous pouvez faire bah, par la méthode des tangentes. Ça, en général, quand on est en terminale, on est super fan de la méthode des tangentes. Moi aussi, quand j'étais en terminale, j'avais de suite capté ce que c'était la méthode des tangentes, je la sortais à tout va. Et en réalité, avec un peu de recul, la méthode de la dérivée, c'est quand même bien au-dessus. La méthode de la dérivée, pour ceux qui ne savent pas, donc pour ceux qui font la tangente, bah, allez-y, amusez-vous. Pour ceux qui ne savent pas, pour la méthode de la dérivée, il suffit juste de regarder la courbe qui est derrière là, et de prendre en fait le maximum. Et en fait, votre maximum, c'est forcément le moment où vous avez le saut de pH. En fait, la dérivée en maths s'annule dans 3 cas. C'est quand vous avez un maximum, quand vous avez un minimum, c'est un extrémum, ça pourrait être résumé à un seul cas, mais aussi quand vous avez ce qu'on appelle un point d'inflexion. Un point d'inflexion, c'est quand vous avez par exemple la fonction x cube, y égale x cube, et bien cette équation de droite, si vous voulez, en x égale 0, bah, vous avez un espèce de changement de courbure pour votre courbe. Au début, elle est concave, après elle est convexe, ou l'inverse, je sais plus, j'ai pas envie de chercher. Mais dans tous les cas, vous avez un changement de courbure. Et bien, ce point-là, ce qu'on appelle un point d'inflexion, et ça annule votre dérivée. Donc si la dérivée s'annule, c'est que vous avez un point d'inflexion. Et ici, ça veut dire qu'on a exactement le saut de pH. Le saut de pH, si vous regardez, on est un poil avant 17. Bon, moi j'ai pris 17. Mais la correction officielle prend 16,9. Bon, j'ai toujours pas récupéré ma calculatrice. Donc forcément, j'ai pris 17, c'était plus simple. Et en vrai, bon, bah 17, après on se le traîne longtemps. Donc 17,9, 16,9, voilà. Donc une fois que vous avez le volume équivalent, vous posez que CABA égale CBVB. Ça c'est normal parce que vous avez une réaction qui est équimolaire. Il y a une mole de RCOH qui réagit avec une mole de HO-. Donc forcément, bah, vous avez le même chiffre stoichiométrique, donc vous avez CAVA égale CBVB, pas besoin de diviser par 1 des deux côtés, ça sert à rien. Ça veut dire que c'est à la concentration que vous cherchez de votre solution titrée, donc concentration inconnue, est égale à CB fois volume équivalent divisé par VA, et ça vous donne en numérique 1,7 10-1 mol par litre. Sauf que, quand vous voulez trouver la concentration massique, la concentration en masse, d'ailleurs, on devrait dire depuis le nouveau programme, eh bien, c'est égal à votre concentration en quantité, concentration molaire, on disait avant, fois la masse molaire. La masse molaire, on vous la donne, elle est de 158,24, et fois 0,17, ça vous donne 27 grammes par litre. Et là, on se dit, ouais, mais attendez, le sujet, il disait qu'on devait arriver à 250 grammes par litre. Est-ce que je me suis pas trompé? Et oui, je me suis trompé. Il y a un moment où on a dit qu'on avait fait une dilution par 10. Et bien cette dilution par 10, il ne faut pas oublier de la prendre en compte. Parce que c'est la solution titrée. On avait eu une question dans un commentaire de la vidéo sur l'Asie jour 1. Quand est-ce qu'on doit savoir si on doit remultiplier par 10 ou pas? Et bien ici, la solution, elle a été diluée 10 fois. Et ensuite, on a fait le titrage en vue de connaître cette concentration. Mais cette concentration, c'est 10 fois moins que celle que j'avais dans le flacon d'origine. Donc là, il faut multiplier par 10, c'est la solution titrée. Et donc du coup, bah, de 27, on passe à 2,7 10 puissance 2, et c'est un petit peu supérieur à ce qui est marqué sur le flacon. Donc là, vous engrangez un maximum de points, mais bah, en fait, on peut aller un petit peu plus loin. On peut aller un petit peu plus loin et engranger le dernier point qui est accordé au candidat, parce que ben, vous avez quelque chose qui est donné dans le sujet. C'est cette fameuse formule qui fait bien peu rêver mes élèves. Et bah ça, bah il faut s'y mettre. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Est-ce que le résultat est compatible avec l'étiquette ou pas? Quand est-ce que je peux dire à un élève, oui, bon, plus ou moins 10%, ça va. Ou, ah non, il faut plus ou moins 1% seulement. Voilà. Il va falloir calculer ce qu'on appelle le Z-score. Donc déjà, pour avoir le Z-score, Cm moins la concentration de référence divisé par l'incertitude sur Cm doit donner un résultat qui est inférieur à 2. Et bien ici, il me faut UCM. Et UCM, eh bien, c'est cette grosse formule-là. C'est Cm fois, du coup, UCB sur CB au carré, plus UVE sur VE au carré,
et enfin plus UVA sur VA au carré, le tout sous une racine. Bon, c'est une usine à gaz, hein, cette formule-là, je vous l'accorde, elle fait pas envie. Et quand vous développez, vous calculez tout ça, ça vous donne juste 1.10 puissance 1. Voilà, donc 10 si vous voulez, mais sans le chiffre significatif sur le 0. Ça veut dire que mon résultat, CM, il peut s'écrire sous la forme 2,7 plus ou moins 0,1 fois 10 puissance 2 grammes par litre. En gros, je suis soit à 2,6, soit à 2,8, soit à 2,7. Enfin, je suis entre 2,6 et 2,8, quoi. Ok ? Donc entre 260 et 280 grammes par litre. Le Z-score, c'est quoi ? Ben, du coup, ça va être 2,7 10-2, enfin 10 puissance 2 moins la valeur de référence. Ben, la valeur de référence, c'est quoi ? Ben, c'est 250. Divisé par mon UCM, qui est égal, du coup, à 10. Donc ça me fait 270 moins 250, ça me fait 20. Et 20, pardon. Oui, 20. Et 20 par 10, normalement, ça devrait me faire 2. Mais ici, j'ai été prendre la valeur un peu plus précise. J'ai pas enlevé la... Comment dire ? La valeur de ma calculatrice. J'ai pas pris l'arrondi de 2,7. J'ai pris la valeur un peu plus précise en dessous pour aller chercher le 1,7. Parce que pour moi, avoir un Z-score de 2 pile poil, c'était un peu limite. Donc j'ai augmenté la précision, ce que normalement, j'aurais pas eu le droit de faire. Mais dans tous les cas, ici, si vous faites ce calcul-là purement... Pardon. Si on fait ce calcul-là purement, normalement, mon Z-score est de 2, ce qui est limite. Par contre, si on vient enlever l'arrondi qu'on a fait sur le 2,7 là-haut, et sur le 1.10-1, 10 puissance 1, juste en dessous, là, on tombe à 1,7 et c'est un peu plus... voilà, ça me permettait de trancher pour la question. Pas facile de dire si c'est compatible ou pas. On passe du coup à la partie 2. La partie 2, 3 pardon, synthèse du nanowatt d'éthyle. Donc là, on va aller chercher du coup quelque chose d'un peu plus technique en chimie organique. Donc c'est pas un truc que les profs aiment beaucoup, c'est pas un truc que les élèves aiment non plus. Donc ici déjà, première question, indiquer à quelle famille appartient le nanowatt de méthyle. Donc nos nanowatts de méthyle, c'est vraiment la nomenclature officielle pour nommer un ester. Donc ici on appartient à la famille des esters. Point. Question 10. Il faut recopier l'étape 1 sur la copie, représenter la flèche courbe de cette étape et justifier son sens. Alors déjà, si vous ne recopiez pas, bah vous perdez des points. Donc déjà, moi je l'ai recopié. Ensuite, représenter la flèche courbe dans cette étape. La flèche courbe, en fait, ici, elle part du site qui est le plus électronégatif de ma molécule. Et quand je regarde H+, bah, il n'y a aucune manière qu'il soit électronégatif, on est d'accord, hein. Donc le site le plus électronégatif, il est forcément ici. Entre CO, COH et R, bah en fait, la liaison CR, elle n'est pas polarisée, la liaison CO, elle est polarisée, donc c'est un site négatif ici, hein. Le haut de l'alcool est un site électroattracteur, est un site électro... Bah oui, électroattracteur, oui, bien sûr. Et ici, le double liaison O, en fait, est un peu plus delta moins. Il a une charge partielle un peu plus prononcée que son collègue qui est lié qu'une seule fois. Ok. Donc c'est lui qui va réagir. Et en fait, il va réagir parce qu'il est sur une double liaison. Que cette double liaison peut passer simple si jamais il y a problème. Voilà. Donc c'est ce que vous allez apprendre dans le supérieur. Ça vous ne l'avez pas en terminale. Mais en gros, quand vous avez la possibilité d'avoir une double liaison qui vient donner deux formes différentes possibles, c'est ce qu'on appelle un effet mésomère et ça stabilise encore plus. Et donc ça met ce choix, cette valeur prépondérante sur le haut carbonyle que sur le haut alcool. Attention, carbonyle et alcool parce que ici on est sur un carboxylique. Hein. Mais ça c'est vous l'aviez. Donc ici, les sites delta plus maintenant sur lequel le delta moins peut attaquer. Ce serait quoi ? Il y a le C qui est ici, à côté du O, mais il est déjà lié donc ça sert à rien. Et vous avez le H+, qui est à côté. Le H+, je me suis permis de rajouter une lacune électronique parce que le H+, n'a pas d'électrons et que pour être stabilisé, le H doit avoir 2 électrons. Donc quand il y a un manque de 2 électrons, on met une lacune. C'est ce petit rectangle vide à côté. Voilà, donc le sens se justifie par le fait que, ça je donne souvent des exemples à mes élèves, c'est que en général, c'est pas un mendiant qui file une pièce à un gars riche qui passe à côté de lui dans la rue. C'est le gars riche, normalement, s'il est pas trop radin, qui donne une pièce au mendiant. Donc en gros, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Et le H+ n'a pas d'électrons, donc il ne peut pas donner à l'oxygène, c'est pas possible.
Donc forcément, c'est l'oxygène qui vient de donner au H+. D'ailleurs, l'oxygène a un doublé non liant qui fait office en fait de liaison, comment dire, qu'on peut mettre à profit, quoi. Voilà, ces deux électrons peuvent être mis à profit pour créer une liaison. Et c'est ce qui va se passer. Donc la flèche est toujours censée du delta- vers le delta+. Bon, ici, je mets delta+ sur le H, c'est évident. Delta+, c'est qu'on a un caractère qui est plutôt positif par rapport à 0, mais qui n'est pas un nombre entier, c'est pas 1+, 2+, etc. C'est un caractère qui potentiellement est davantage plus que neutre. Ici, bon, on a une charge formelle entière, donc plus. C'est bien plus que delta+, quoi. Ok ? Voilà pour l'explication. Question 11, je me suis un peu attardé là-dessus. Écrire la formule de la molécule X produite à l'étape 4 du mécanisme. Bon, bah, quand vous regardez le mécanisme, en fait, de l'étape 4, bah, vous voyez qu'on passe de ce qui n'est pas entouré en noir à ce qui est là, à côté, et qu'on a décroché un OH2+, en récupérant un électron. Donc finalement, il ne nous reste plus qu'H2O. Et c'est toujours ça, hein. Quand vous avez un ester comme ça et que vous libérez OH2+, en général, ça forme de l'eau. Ça, c'est totalement... voilà, quoi. Enfin, un ester. Là, ici, c'est... pas trop un ester. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas trop un ester encore. C'est en devenir. Question suivante, du coup. Alors, pour justifier, vous pouvez faire la liste des éléments et voir qu'il manque pile poil H2O. Et quand vous avez deux H et un O qui sont libérés, en général, ils forment H2O parce que c'est la manière la plus stable de se mettre quand vous êtes 3, dont 2 H et un O. Voilà, tout simplement. Question 12, recopier la formule d'un intermédiaire réactionnel au sein du mécanisme réactionnel de formation d'une nanoate de méthyle et justifier le choix effectué. Alors là, il fallait prendre n'importe quelle molécule que vous avez formée lors d'une étape et qui est consommée dans l'étape juste après. Donc ça peut être celle-là, ça peut être celle-là, ça peut être celle-là, ou ça peut être la dernière dont on vient de parler. Moi j'ai repris la dernière, parce que bah, elle était fraîche dans ma tête. Et en gros, ça, c'est quelque chose que vous allez voir si vous continuez vos études en physique-chimie l'année prochaine, après le bac. Ça, c'est un type de molécule que vous avez croisé à tire-larigot. C'est un truc, ça arrive tout le temps dans tous les programmes de chimie de sup. En première année, vous avez ça. Ce qu'on appelle du coup un carbocation. Un carbocation, c'est par essence même, comment dire, c'est par essence même un intermédiaire réactionnel qui n'est pas stable. Ça dure pas très longtemps, mais par lequel vous êtes obligé de passer pour certains mécanismes. Et ce carbocation, du coup, bah, c'est un carbone qui n'a que 3 liaisons et qui porte une charge plus. D'ailleurs, il a une lacune électronique normalement aussi. Et voilà, ce carbocation, c'est vraiment des espèces qu'on a mis en évidence et qui sont super importantes pour la compréhension des mécanismes de type substitution nucléophile d'ordre 1, par exemple. C'est super important de les avoir en tête parce que c'est des passages obligés. Voilà, donc la justification ici, bah, c'est que c'est une molécule qui a été formée dans une étape et consommée en tant que réactif dans l'étape juste après. Vraiment juste après. Et voilà, donc sa durée de vie est très très faible, elle n'apparaît pas dans l'équation de bilan, enfin bref, tout ça, vous le savez. Question 13. Alors justifier le choix effectué. Par contre, pour la question de 12, j'ai eu un doute. Dans la correction officielle, après avoir fait ma copie et en ayant vérifié avec la correction, eux ils justifient en disant que ben, c'est justifiable parce qu'on l'avait dans une étape et qu'on consomme juste après. Moi je l'ai justifié en disant que en plus de cela, ben, il était instable par nature et qu'il ne pouvait pas rester. En fait, c'est un truc qui est généré dans la réaction et qui est tellement instable qu'il faut qu'il réagisse de suite. C'est pour ça qu'on a un intermédiaire. Et ça passe par le fait que bah, le carbone il y a à 3 choses, et qui fait que 3 liaisons et qu'il ne charge plus. Ça peut pas rester comme ça. Voilà. Mais ça, c'était peut-être un petit peu trop haut pour un attendu de terminale. Question 13, un classique. Indiquer le rôle de l'acide sulfurique. Ben, ça joue le rôle de catalyseur, quoi. C'est tout. Justifié, ben, le H+, il est là. Il est régénéré ici. Il apparaît pas à l'équation de bilan. Mais pourtant, il permet d'amorcer la réaction, sinon il n'y aurait pas. Donc c'est un catalyseur. Voilà. Et c'est là où j'ai commencé à tiquer. Alors, exercice 2.
Moi, je vois ça, je m'attendais à un circuit RC, et finalement, je me rends compte qu'il n'y a pas de C. Donc, bizarre. Parce qu'on fait rarement du circuit sans RC. Et là, je vois ça. Ça, c'est ce qu'on voit en terminant enseignement scientifique. Bon, ok. Question 1, justifiant dans la figure 3 que à cause de l'éclairement du radar, la puissance électrique maximale fournie est de 100 watts. Et là, je me dis, ah ouais, mais ça, on l'a vu aussi en première spé. Brièvement, mais en première spé, c'est vu. Donc, si vous avez bien suivi l'enseignement scientifique terminal, ben, bien joué. Vous avez du coup un petit peu plus d'armes pour répondre à ça, un peu plus d'entraînement. Et ici, du coup, il va falloir aller voir les conditions d'éclairement du radar. Les conditions d'éclairement du radar, elles sont marquées ici. Il est éclairé à raison de 600 watts par mètre carré. Donc il va falloir s'intéresser à la courbe rouge qui est ici. Parce que nous, ce qu'on veut regarder, c'est pas l'intensité sur la courbe bleue. Regardez vos ordonnées. Il y a deux ordonnées, une bleue, une rouge. Nous, on veut la puissance, donc on va s'intéresser à l'ordonnée de la courbe rouge. La courbe rouge à 600, elle est là. Ok ? On va s'intéresser au maximum. Et le maximum, il est ici à 100. Donc, sur la courbe rouge, le maximum est bien à 100 watts. Il n'y a pas de problème. Question 2, on vous demande de calculer la valeur du rendement état du panneau photovoltaïque. Oui, c'est pas un N, c'est un état. C'est une lettre grecque, qui ressemble fortement à un N, qui joue sûrement le rôle du N, mais qui se dit état. Pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué? Bref, ils sont venus là avant les Grecs, donc du coup c'est nous qui avons fait compliqué. On aurait pu l'appeler état nous aussi, et ça aurait jamais posé problème. La valeur du rendement du panneau photovoltaïque. Alors pour ça, il va falloir qu'on trouve la puissance qui est donnée à ce panneau. Parce que là, la puissance de 100 watts, c'est ce qu'il rend. Quand il prend 600 watts par mètre carré. Combien il fait de mètre carré le panneau? Donc là déjà, il faut aller chercher les dimensions. Dimension du panneau, c'est ça. C'est quasiment 1 mètre sur quasiment 1 mètre. Donc du coup, ça fait un petit peu moins qu'un mètre carré. Et quand on calcule 850 mm x 950 mm, ça donne exactement 8,08 10-1 mètre carré. Donc 0,808. Ok? Ça, c'est normal. 0,808 qu'on fait x 600 watts par mètre carré, on va trouver une puissance entrante sur la surface du panneau de 485 watts. Et ces 485 watts, on n'en redistribue que 100 watts. Donc déjà, quelque part, on sait qu'il y a moins d'un quart qui est transformé. Et quand on calcule 100 sur 485, ça fait exactement 0,206, soit environ 20%. Et c'est bien ce qui était annoncé ici par le fabricant. Le rendement, il est de 20%. Exactement 20,6. Mais bon, on va pas chipoter. Fonctionnement du radar. Et là, on voit une voiture qui s'éloigne avec un radar derrière. Effet Doppler. Question 3. Ah, j'ai bien senti. Décrire l'effet Doppler. Alors, qualitativement, l'effet Doppler, c'est quoi? C'est en fait le décalage de fréquence que vous avez entre une onde que vous émettez et que vous recevez par réflexion, ou que vous recevez directement par rapport à une fréquence que vous avez au niveau de l'émission. Ok? Donc c'est soit un aller-retour, soit un aller simple, mais dans tous les cas, entre ce qu'il y a au niveau de la source et ce qu'il y a au niveau du récepteur, il y a un décalage. Vous avez une fréquence qui n'est pas la même. Et ça, c'est à cause d'un effet de compression des ondes ou de dilatation des ondes. Donc de compression si la source se déplace vers le récepteur, et de dilatation si la source s'éloigne du récepteur. Donc ça met en jeu un mouvement de la source par rapport au récepteur, hein, bien sûr, et qui va venir changer un tout petit peu la fréquence que vous entendez. C'est ce qui donne l'effet aigu quand vous avez une ambulance qui vient vers vous, et un effet grave quand elle s'éloigne, par exemple. Ok ? Voilà qualitativement ce qu'on pouvait dire sur l'effet Doppler. Hop, je ne vais pas montrer la suite. La question 4. Question 4, je me suis dit, on est encore en programme de première. Vous avez des points. Ok. Et on vous demande de calculer V7 et V11. Ben ça, vous l'avez fait en première,
Mes secondes l'ont fait aussi. Enfin, j'ai pas trop compris. Donc ici, vous avez deux écoles. Soit vous prenez le point d'avant jusqu'au... Enfin, la distance qu'il y a entre le point d'avant et le point que vous étudiez, et vous divisez par delta t, l'intervalle de temps qui est entre deux mesures. Soit vous prenez la distance qu'il y avait au point d'avant et la distance jusqu'au point d'après, vous divisez par 2 delta t. Ça, c'est l'ancienne école, l'ancien programme, que j'applique toujours parce que je trouve ça plus précis. C'est plus en corrélation avec les enjeux de précision qu'on nous demande d'appliquer, donc je l'ai gardé. Mais si vous avez fait de l'autre méthode, ce n'est pas faux, et on peut pas vous enlever des points. Entre T0 et T13, du coup, première chose qu'il me fallait, c'est déterminer le temps qu'il y avait entre deux points. Et le temps qu'il y avait entre deux points, bah en fait, vous l'avez au niveau ici, c'est que, bah en fait, entre T0 et T13, vous avez exactement 0,429 secondes. Ok? C'est 0,429 secondes. Je suis en train de chercher où est-ce que je l'ai trouvé. Mais c'est ici, hein. Enfin, c'est ici que je l'ai mesuré. Parce que j'ai pas mon sujet là sous les yeux. Donc entre ici et là-bas, vous avez 0,429 secondes. Ça veut dire que entre deux points, entre 0 et 1, entre 1 et 2, etc., vu que j'ai 13 intervalles, ça me fait 1/13 de 0,429. Ça, c'est mon delta t. Maintenant, je peux appliquer ma formule bêtement et méchamment. V7, c'est M6 M8 divisé par 2 delta t. Vous mesurez M6 M8, ça fait 26 2 moins 19 8. 10 moins 3, on est quand même en millimètres. Hein. Faut pas déconner. Donc du coup, ça c'était pour le temps, hein, ici. Par contre, la mesure en millimètres, elle est là. Hein. Et la mesure en millimètres, du coup, vous donne ça, divisé par 2 delta t, donc 2 fois 1/13 de 0,429. Et ça vous fait 9,70, 10 moins 2 en mètres par seconde. Ok. Pour la valeur de V11, ben ici on fait la même chose, sauf que c'est 39,3 moins 32,8, et on fait encore diviser par 2 fois 1/13 de 0,429, ça donne 1,03, 10 moins 1 mètres par seconde. Donc jusque là tout va bien. Je baisse en question 5. Adossé en justifiant, chaque courbe A et B des figures 8A et 8D à la grandeur correspondante. Alors du coup la figure 8A ou la courbe A c'est pareil, la figure 8B ou courbe B c'était pareil. J'ai pas compris pourquoi on les avait appelés courbe A, courbe B. On pourrait plus les appeler figure 8A et figure 8B. Enfin, soit l'un, soit l'autre. Pas compris. Je trouve que ce sujet a été... il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées. Et ici, bah en fait, les vitesses, on peut les retrouver sur la 8A, quoi. Je veux dire... là, ici, bah, vous avez toutes les valeurs de la vitesse. L'ordonnée, là, c'est de la vitesse. Tous les petites croix. V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, etc., etc. Bon, bah, du coup, la 8A, elle correspond à la vitesse. La courbe B, c'est quoi? La courbe B, bah ici, c'est le temps. Et là, c'est quoi? Bah, c'est un truc qui monte, et... La vitesse, ici, elle est quasiment constante. Et là, il y a un truc qui monte de manière constante. Donc, déjà, c'est pas la vitesse. Et par rapport au temps, ce serait quoi? Un truc qui est super bien proportionnel par rapport au temps à vitesse constante, bah, c'est la distance. Donc ici, c'est votre abscisse. Et votre abscisse, bah, du coup, bah, ça correspond à la 8B. Estimez à partir de l'une des figures 8A ou 8B la valeur de la vitesse moyenne du chariot. Bon, bah là, on a deux manières de faire. Une chiante et une qui l'est pas. Si vous le faites avec la 8B, bah, en fait, vous allez devoir tracer la droite de modélisation, qui passe par l'origine, attention. Hein. Vous allez devoir calculer le coefficient directeur. Et le coefficient directeur, en fait, ben, du coup, ça va vous donner un petit peu le rapport qui est entre, l'abscisse et le temps. Enfin, vous pouvez trouver la vitesse comme ça, mais bon, c'est long, quoi. Sinon, vous prenez ici la 8A, vous tracez une droite qui passe à peu près par tous les points, et en moyenne, c'est la vitesse du chariot, quoi. Soit 9,5, 9,6.
Parce que ma droite est un petit peu plus au-dessus de la graduation. Mais voilà, 9,6, 10-1 mètres par seconde. 10-2, pardon, mètres par seconde, c'est très bien. Ok. Mesure de la vitesse de chariot grâce à l'effet Doppler. Déterminer la valeur de la période TR du signal obtenu. Bah ça, mes secondes, ils savent faire aussi. Je suis désolé, hein. Donc ici, vous allez prendre une valeur qui vous arrange bien. On va commencer à 20, là, qui est pile poil. 1, 2, 3, etc. Et on arrive à 140 pile poil, là. Enfin, quasiment pile poil. Allez. Moi, je l'ai arrondi à 140. Ça veut dire que de 140, de 20 à 140, donc en 120 microsecondes, j'ai eu 5 périodes. La première, elle part de 20, elle arrive ici. La deuxième, elle part d'ici, elle arrive un peu avant 70, ça fait déjà 2. 3 jusqu'à 90, 4 jusqu'à 115, et enfin la cinquième jusqu'à 140. Donc ça veut dire que 120 par 5, ça me fait 24 microsecondes. 24 microsecondes environ, attention, hein, ça arrondit, parce que j'avais pas envie de m'embêter à prendre 139. Pas de calculatrice, je veux des chiffres ronds. Donc 24 microsecondes, et là il faut que j'en déduise la valeur du signal, enfin la valeur de la fréquence du signal. Bon, bah, si ma période elle est 24 microsecondes, ça veut dire que ma fréquence en fait elle est de 24 10-6 puissance moins 1, l'inverse, vu que f égale 1 sur t. Et ça me fait 4,2 puissance 4. Ce qui veut dire 42 kHz. Et c'est exactement ce que je devais trouver. Parfait. Nouvelle acquisition du signal permet de blablabla, le décalage Doppler mesuré alors de delta f. 22,7 Hz. Ça veut dire qu'entre ce que j'ai émis et ce que je reçois, j'ai une différence de 22,7 Hz. Ça, c'est le vrai fonctionnement d'un radar. Bon, bah du coup, je vais calculer la vitesse du chariot. La vitesse du chariot, si on remonte un petit peu, bah c'était donné ici. Hein. Donc je pose que la vitesse de mon chariot, bah, c'est égal à delta F fois V sur 2FE. Donc V, c'est la vitesse de mon onde, hein, bien sûr. 22,7 fois 344,25 divisé par 2 fois 42, 10 puissance 3. Et ça me donne 9,3, 10-2 mètres par seconde. On n'est pas très loin du 9.6 qu'on avait trouvé là-haut. 9.6 qui était une méthode légèrement imprécise. Donc bon, c'est pas étonnant qu'on n'ait pas vraiment la même chose. Puis après, voilà. On est quand même sur du 0,3. Enfin, sur du 3 millième. Ouais, parce que 9,6 du coup c'est 0,096. Là ici on a 0,093. Ça va. Je pense qu'on peut accepter. Et on arrive du coup à Exo 3. Exo 3, là on fait vraiment de la physique SP. Là on est bien dans le programme de terminal, il n'y a pas de problème. Schématise en sous d'échelle, la Terre et la Lune, passer au repère de Fresnel centré sur la Lune, UNUT, représenter la force à laquelle est soumise la Lune. Bon, là c'est super simple, Fresnel, c'est toujours la même chose. C'est du coup, vous mettez... Alors par contre ici, la correction officielle mettait des planètes avec des ronds, enfin des disques et un centre. Il y avait quand même marqué, la Lune est modélisée par un point matériel L. Donc, moi j'ai mis seulement le point L. La Terre... T, j'ai mis seulement le point T. Et j'ai mis entre parenthèses ML pour la masse de la Lune, MT pour la masse de la Terre. Bon, il faut faire une droite qui relie les deux points quand même, pour dire que bah, la distance Terre-Lune, elle est selon cette droite-là. D'ailleurs, la distance qui est entre T et L, c'est la distance TL. Je ne l'ai pas spécifié, mais ça me paraissait évident. Et ensuite, bah, vous mettez votre repère de Fresnel, donc UT qui va vers le haut et UN qui va vers la Terre, vers le centre de la trajectoire. N'oubliez pas que la Lune, elle tourne autour de la Terre et que UT est tangent à la trajectoire circulaire. Et UT va vers le centre de la courbure. Enfin, pour la seule force qui était là appliquée sur la Lune, bah, c'est l'attraction de la Terre. Hein. Donc j'ai marqué F de Terre sur Lune. Et je crois que je garderai cette expression jusqu'à la fin. Ouais. Ok. Très bien. Vous aurez pu mettre F de T sur L, c'était très bien aussi. Donner dans le repère de Fresnel l'expression vectorielle de la force à laquelle est soumise la Lune. Et bien du coup, F de Terre sur Lune, c'est quoi? C'est G fois MT fois ML divisé par D carré. Et il suffit juste, en termes de vecteur, d'enlever le moins et de mettre UN. Voilà.
Parce que d'habitude, on oriente l'axe vers le haut. Donc du coup, la gravité va vers le bas. Et c'est pour ça que vous avez moins G, M, MT. Ok. Mais là, c'est pas le cas parce que UN est dirigé vers la Terre. Donc du coup, F de Terre Lune et UN ont le même sens. Donc il n'y a pas d'intérêt à avoir un moins. Voilà pourquoi ma force, ici, est exprimée de manière positive. Vectoriellement. 3. Déduire de la seconde loi de Newton appliquée à la Lune l'expression de la période de révolution de la Lune autour de la Terre comme étant t égale 2π de racine dTl cube sur GMT. Alors là, les étudiants de centre étranger, je vous plains. Parce que cette question, elle est certes dans le programme, mais elle est méga longue. On vous demande plein de trucs d'enseignement scientifique de seconde ou de première. Et là, il y a une question de spé. Ah bah vous l'avez voulu, vous l'avez quoi. Alors celle-là, elle va prendre du temps. Déjà, vous posez le système. Le système, c'est quoi? C'est la Lune. Dans quel référentiel? Géocentrique. Supposé galiléen, pas de problème. C'est marqué dans l'énoncé. De là, vous faites le bilan des forces. Quelle force il y a? Vous l'avez représentée. Elle est la seule sur le schéma. Force de Terre sur Lune. Et vu qu'on est dans un repère galiléen, alors, dans un référentiel par galiléen, alors vous pouvez appliquer la seconde loi de Newton. Elle dit quoi? Somme des forces extérieures égale masse fois accélération. Sauf que la masse fois l'accélération, c'est la masse de quoi? C'est celle du système. Donc ml fois A. La somme des forces extérieures, c'est quoi? Bah, c'est la somme de toutes les forces qui s'exercent depuis l'extérieur sur la Lune. Donc seulement la force qui est dans le bilan des forces, soit la force de la Terre sur la Lune. Sauf que vous avez vu que cette force, c'est G fois MT fois ML divisé par DLT carré fois UN. Vous en déduisez donc, après simplification des masses lunaires, que G fois MT fois UN divisé par DTL au carré, c'est votre accélération. Vous remarquez alors que l'accélération, et ça c'est un checkpoint que vous devez avoir dans tout exercice de gravitation avec le repère de Freinet et avec les lois de Kepler, c'est que votre accélération, sa composante, l'entièreté de l'accélération, est sur la composante normale du repère de Freinet. Il n'y a absolument rien qui dépend de AT, de la composante tangentielle de ce repère. Ça veut dire que quand vous posez votre repère de Freinet, qu'est-ce qu'on a? Vous savez que AT, c'est égal à la dérivée, je monte encore, hein, voilà, hop. AT, c'est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Mais vu que AT égale 0, ça veut dire que la vitesse par rapport au temps est constante. Donc de là, la Lune, elle avait un mouvement circulaire, mais maintenant il est aussi uniforme. Vous posez aussi que AN, c'est égal à V carré sur R. R étant le rayon de la trajectoire. Et le rayon de la trajectoire, c'est quoi? C'est la distance qui est entre les deux centres, soit DTL. Ça veut dire que AN, qui était égal à GMT sur DTL au carré, c'est maintenant aussi égal à V carré sur DTL. Donc vous pouvez égaliser les deux, et vous pouvez simplifier le carré de DTL à gauche avec le DTL de droite. Ce qui vous donne que V carré est égal à GMT sur DTL. Ou que V est égal à la racine de GMT sur DTL. Mais je ne pose pas ma racine maintenant. Le problème, c'est qu'on a dit la trajectoire, elle est circulaire, et le mouvement, il est uniforme. Ça veut dire que je peux remplacer ma vitesse par D sur T, vu qu'elle est uniforme. Que j'en fasse une dérivée ou que j'en fasse un truc moyen, ça revient à la même chose. Du coup, D c'est quoi? C'est la trajectoire, sa longueur. La longueur de quoi? Du cercle. Et le cercle, comment on trouve sa longueur? On fait son périmètre. Le périmètre du cercle, c'est quoi? C'est 2π fois son rayon. Et le rayon, on l'a dit, c'est DTL. Donc ici, le D, c'est 2π fois DTL. Et en bas, à la place du temps de parcours pour faire un tour, je mets grand T, que j'appelle la période de révolution de la Lune. Autour de la Terre, bien entendu, vu qu'elle tourne autour que de la Terre. C'est notre satellite. Si on remplace tout ça, ça fait quoi? En fait, ce V qui était au carré, ça me donne 2π, le tout au carré, fois DTL au carré, divisé par T au carré. C'est juste là, je lis ce qu'il y a marqué là. Est égal à GMT sur DTL. Je passe mon DTL carré de l'autre côté, ça me fait quoi? Ça me fait DTL cube. Et si je passe mon 2π... Ah non, j'ai pas fait comme ça. Je vais le faire dans le même sens que ma feuille. Pour moi, c'est clair, mais je vais le faire dans le même sens que ma feuille. Je trouvais ça plus clair pour un étudiant qui est moyen en maths. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le DTL de l'autre côté. Donc ça m'a fait DTL cube, ça y a pas de problème. Et après, j'ai inversé les deux fractions. Ça veut dire que tout ce qui est en haut passe en bas, tout ce qui est en bas passe en haut.
Et du coup, si je le fais sur les deux côtés, normalement, ça change pas mon égalité. C'est-à-dire que t carré sur 2pi, le tout au carré, est égal à dtl cube divisé par gmt. Vous posez votre racine, donc t sur 2pi est égal à plus ou moins racine de dtl cube sur gmt. Bien sûr, on gardera la valeur positive de la racine. Et donc, t est égal à 2pi fois racine de dtl cube sur gmt. Voilà tout ce qu'il fallait faire pour trouver votre résultat. Ouais, je sais. Pas cool. Franchement, pas cool. Question 4. Calculez la valeur de la période de révolution t de la Lune autour de la Terre. Après, pour venir sur la question 3, bon, vous l'avez fait plusieurs fois, vous savez le faire. Si vous l'avez bien appris, normalement, vous êtes censé savoir le résoudre. C'est juste que j'aurais trouvé ça plus cool de mettre des questions de checkpoint, en fait, pour vous faire une espèce de cheminement question par question. Pour, voilà, vous dire, vous vous souvenez, on passe par là. On l'a vu en question précédente. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'uniformité du mouvement? Ouais, des trucs comme ça, des petites questions qui vous disent vous voyez cette étape-là, ça permet d'aller arriver à la fin. Voilà. Alors que là, c'est vraiment de là à là-bas, allez-y tout seul. Je suis pas très fan, mais bon, c'est comme ça. Question 4. Calculez la valeur de la période de révolution de t. Donc on applique numériquement, vous remplacez par les valeurs et vous trouvez environ 28 jours. Et sachant que la Lune tourne sur elle-même en environ 28 jours aussi, expliquez pourquoi on ne voit qu'une seule face de la Lune. Ça, vous l'avez vu en sciences scientifiques de première. Bah, la Lune, en fait, elle a un mouvement qu'on appelle synchrone entre ses périodes de révolution et de rotation. À chaque fois qu'elle fait un quart de tour autour de la Terre, elle fait un quart de tour sur elle-même. Et donc, du coup, bah, vous voyez toujours la même tête de la Lune. La même face. D'où le terme face visible et face cachée. Donc ici, on a un système Terre-Lune, une station terrienne qui est sur la Terre, surprise, et un machin qui est derrière la Lune, qui donne des consignes à un astromobile ou à un atterrisseur, ça dépend, voilà, qui est sur la face cachée de la Lune. Donc ici, vous ne pouvez pas envoyer directement l'information lumineuse à l'atterrisseur ou à l'astromobile, vu qu'il est sur la face cachée de la Lune. Donc on n'a pas de trajet direct pour un rayon lumineux. Donc il faut avoir un relais. C'est pour ça que je commence déjà la première question de la question 6. Ah mais je suis question 5 moi. Pardon, j'étais un peu vite. Déterminer une longueur d'onde associée à ces signaux électromagnétiques. Bon, bah vous avez 300 et 3000 MHz, en sachant que c'est en fonction de lambda, bah lambda c'est C sur F. Je vous ai mis toute la réflexion là-haut. Lambda c'est C sur F, vous appliquez, vous trouvez 1 mètre et 10 cm, et quand vous regardez sur la frise, bah en fait 10 cm c'est là, pardon, n'importe quoi, 10 cm c'est là, 1 mètre c'est là, donc entre là et là, bah vous êtes dans les micro-ondes. Voilà, c'est tout. Je reviens sur la question 6. Dans la question 6, le premier truc qu'il faut dire, c'est que déjà, pour arriver de la station stérienne à change I6, il faut passer par Kekayo. Vous êtes obligé de passer par Kekayo, c'est obligatoire. C'est lui qui va du coup dire j'ai reçu. Hop, sur la face cachée de la Lune, tiens, toi tu prends l'information et t'appliques. Il faut ce relais. Et donc du coup, il faut le prendre en compte en temps de trajet et en distance. Ça veut dire que le temps nécessaire pour avoir une réponse, entre le moment où vous bougez votre joystick sur Terre et le moment où le truc lunaire là il bouge, ben en fait il va falloir attendre le temps de trajet de l'information à la vitesse de la lumière entre la Terre et Kekayo qui est du coup derrière la Lune, et entre votre relais jusqu'à Shinji-6. Oui, pardon, je le dis en anglais. Donc du coup il va falloir additionner ces deux temps. Ces deux temps c'est quoi? Bah, c'est la distance entre la Terre et le relais divisé par la vitesse de la lumière, plus la distance entre le relais et le modèle lunaire, le module lunaire, pardon, la sonde hein, qui roule, divisé encore une fois par la vitesse de la lumière. Donc on peut le mettre sur le même dénominateur, et quand on regarde, finalement, ça fait environ 1,72 secondes. Bon, c'est pas chiant, du style où quand vous bougez votre joystick, vous n'attendez pas 24 heures avant de voir le mouvement, pour voir s'il est raté ou réussi. Ce qui se passerait, par exemple, avec une sonde qui irait, je sais pas... Par exemple, vous arrivez à poser une sonde, je sais pas, sur Titan, la grosse lune de Saturne. Bon, bah, quand vous bougez votre joystick, faut attendre plusieurs minutes avant que le machin il bouge là-bas, quoi. Et j'imagine même pas si on le pose sur Pluton, le bazar. Donc là, 1,72, ouais, c'est un peu chiant parce qu'il y a un décalage.
C'est comme quand vous regardez un film et que en fait le son et l'image elles sont pas en raccord. Vous voyez, il y a un mec qui bouge les lèvres, il n'y a pas encore de son, et après il a fini de parler, mais les lèvres elles bougent toujours. C'est chiant. Mais ça va. Parce que c'est que 1,72 secondes. Si vous regardez un film avec les mêmes contraintes que ça là, mais en le matant du coup sur Pluton, ben en fait, je pense que vous voyez déjà le générique quand vous avez à peine la bande son du film qui commence. Vous voyez le décalage qu'il y a là, là c'est impossible. On peut pas regarder le film là, c'est pas possible. Déjà qu'à 1,72, moi je craque. Voilà, après c'est vous qui voyez. Mais bon, bref, pour un scientifique ou pour un pilote de modèle lunaire là comme ça, 1,72 secondes, c'est pas grave. Je veux dire, vous faites votre mouvement, vous attendez 2 secondes, vous voyez ce qui s'est passé, vous corrigez, vous attendez 2 secondes, ça reste jouable. Attendre 20 minutes, c'est déjà beaucoup plus casse-pied quoi. Donc l'information transmise pour commenter, elle n'est pas instantanée, mais le temps de réponse, le temps au bout duquel, quand vous bougez le truc, il y a le truc qui se passe, ça va, c'est jouable, c'est relativement court. Il y aurait pu avoir bien pire. Est-ce que j'ai marqué autre chose en dessous? Oui, il y a encore des choses en dessous. Waouh! Il a travaillé, hein. Donc, exploration lunaire. Donc là, on parle de radioactivité. Et donc là, ça rentre dans le programme de Terminal SP, mais on a quand même un peu d'enseignement scientifique de première, donc ça va rappeler des souvenirs des gens. Et on voit une chaîne de désintégration radioactive de l'uranium-238 via le radon-226. Et il y a une petite étape par le radium-226 pour arriver jusqu'au radon-222. Bon, comment ça se passe pour désintégrer un radium-226 en radon-222? Eh bien, vous écrivez la chaîne. Donc là, c'est ce que j'ai fait juste ici. Et en gros, vous marquez 226,88 Ra donne 222 Rn 86. Et le truc, c'est qu'il y a une particule qui a été émise, et cette particule, si vous la trouvez, vous obtenez le type de désintégration, le type de radioactivité que subit le radium-226. Donc ici, on applique ce qu'on appelle les lois de Soddy. Les lois de Soddy, elles disent que tout ce qui est en haut est conservé, tout ce qui est en bas est conservé. Vous conservez le nombre de particules nucléaires, le nombre de particules du noyau, en termes de nombre de nucléons, mais en termes de type aussi de nucléons, en nombre de protons et en nombre de neutrons. Donc ici, bah, le A, en fait, il est égal à quoi? Bah, A plus 222, ça fait 226, donc vous trouvez que ça fait 4, et Z plus 86, ça donne 88, donc vous trouvez 2. Et en fait, 4, 2, bah, c'est exactement la composition d'un noyau d'hélium. Donc du coup, c'est une particule alpha. Et on a affaire à une désintégration alpha, à une radioactivité alpha. Ok? Voilà comment on trouvait ça. La question 8, et j'arrive sur ma dernière page. Définir la demi-vie d'un noyau radioactif, bah ça a dû pas mal vous embêter en premier enseignement scientifique. Je pense que sur le format radioactivité, votre prof d'enseignement scientifique a dû bien vous le rabâcher, hein, même vous saouler avec ça. La demi-vie d'un noyau radioactif, c'est le temps au bout duquel vous avez exactement la moitié du nombre d'atomes radioactifs, de noyaux radioactifs de départ qui s'est désintégré. Voilà, quand il en reste plus que la moitié. Ok? Quand ce nombre a été divisé par 2. Tracé à l'heure de la courbe, bah vous faites un axe vertical, un axe horizontal, donc un axe d'abscisse, un axe ordonné. Vous faites une décroissance radioactive, décroissance exponentielle. Vous prenez un nombre n0 en haut, vous en foutez du chiffre, vous le divisez par 2, ça fait n0 sur 2, vous allez jusqu'à la courbe, vous descendez, fini. Vous mettez T1,5. Alors moi j'étais sympa, j'ai mis T1,5 et j'étais chercher l'information pour le Rn, c'est 4 jours. Donc j'ai mis T1,5 égale 4 jours. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. Fini. Question 9, terminé. Et enfin, justifier à l'aide des données, je remonte un petit peu, c'est rien d'intéressant en bas, c'est la dernière page. Justifier à l'aide des données fournies pour les différents noyaux radioactifs pourquoi le radon 222 est un traceur adapté à l'étude du dégazage lunaire sur une durée d'une semaine. Alors, un traceur, il va être efficace dès lors que c'est entre, entre 0, en vrai, tant que c'est pas sur une seconde pour quelque chose qui fait 4,5 milliards d'années, voilà. Il faut quand même qu'il y ait un certain temps qui se passe au début pour les traceurs longs. Sinon, ça marche pas. Hein. Il y a des traceurs qui sont beaucoup plus efficaces. Mais en tous les cas, un traceur est utilisable de 0 jusqu'à 10 demi-vies.
Au-delà de 10 demi-vies, en fait, on va considérer qu'il n'y a plus aucun atome radioactif de l'échantillon de départ. En vrai, il en reste moins de... on va déterminer qu'au bout de 10 demi-vies, il n'y a plus rien. Voilà, on considère qu'il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que moi, avec un atome radioactif comme le radon 222, la demi-vie elle est de 2 jours. Donc je peux travailler en vrai. Ça va être chiant entre 30 et 40. Hein, mais je peux travailler jusqu'à 40 jours. Et une semaine, c'est 7 jours. Donc en vrai, je suis entre une et deux demi-vies. Je suis quasiment à 2 demi-vies. Il va me rester 25% du total de noyau de départ. C'est ok. Mon spectro-alpha, il va clairement détecter le radon. Ça va très bien marcher. Donc ce traceur marche très bien. 1600 ans, ça par contre, ça va être très chiant. Au bout d'une semaine, on aura sûrement capté, mais peut-être quasiment pas. En fait, on n'aura pas assez de données pour faire un vrai traçage au bout d'une semaine. En fait, il faut savoir que votre traceur, quand il commence à décroître, il y a une certaine chance pour qu'il décroît. Mais il faut aussi, du coup, que ce traceur, il ait le temps de décroître, quoi. Le danger, en fait, c'est que la pente, comme vous avez là à côté, c'est que la pente, elle descend trop lentement et qu'en fait, on n'arrive pas à avoir la distinction au bout d'une semaine, sur 1600 ans, la distinction entre une semaine entre ce qu'il y avait au départ et ce qu'il y a maintenant. En fait, ce sera quasiment identique et ça va être confondu avec l'imprécision de la mesure et on ne pourra pas travailler efficacement. Et je vous parle même pas de 4,5 milliards d'années, hein, c'est n'importe quoi. Bref, vous avez ainsi l'info. Je vous laisse avec ça. Bravo pour ceux qui ont réussi au centre étranger à se sortir de ce sujet. Vraiment pas simple. Et je vais essayer de traiter le jour 2, tiens. Voilà, on va essayer de faire ça tout de suite. Allez, sur ce, bonne révision pour le bac.